toutes et à tous, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle émission qui est à bras le corps. Un rendez-vous qui vous plongera chaque semaine dans le monde du handicap. Mon monde. C'est donc une émission très personnelle que je vous propose, une émission dans laquelle je me raconterai certes, mais dans laquelle vous vous retrouverez, je l'espère. Nous allons essayer de prendre nos différences à bras le corps, pour finalement nous pencher sur ce qui nous lie, avec toutes nos failles, nos cicatrices, nos handicaps. À bras le corps n'est pas une émission qui vous parlera des personnes en situation de handicap pour vous faire pleurer. Ce serait mal me connaître. Mais plutôt une émission qui tentera de lever les barrières et de combler les fossés qui nous séparent. Il est 13h09 au moment où je vous parle et pour ce premier numéro de À bras le corps, j'ai décidé de me rendre à la fédération algérienne des personnes handicapées qui se trouve à Ben Aknoun. J'ai rendez-vous avec Madame El Mamri, présidente de la fédération. C'est en quelque sorte un réflexe, me diriger vers Madame El Mamri pour parler de handicap. Alors justement, comment aborder le handicap? Comment parler de handicap? Comment parler à une personne en situation de handicap? Quels sont les termes qu'il est préférable d'utiliser pour valoriser une personne qui se trouve dans cette situation? Quels sont les termes à bannir qui malheureusement sont couramment utilisés? Eh bien c'est ce que nous allons aborder dans ce premier numéro avec Madame El Mamri. Alors pourquoi Madame El Mamri? Parce que tout simplement c'est une guerrière des temps modernes sur fauteuil roulant, c'est une militante. Mais ce sera aussi l'occasion pour moi, micro à la main, de dévoiler la femme qui se cache derrière cette guerrière, mais ça, elle ne le sait pas encore. Voilà, je suis arrivé à la fédération, je trouve où me garer. La fédération se trouve en haut d'une petite ruelle. Bon, il manque un peu de visibilité, hein. Si on ne connaît pas, eh ben, on aura du mal un petit peu à se repérer. Bon, si vous voyez une montée qui a écrit en face, en gros pressing, eh bien la fédération se trouve juste à droite. Oui. Là, je demande de l'aide justement, quelqu'un de l'association arrive pour m'aider à descendre du véhicule. Oucha, ça va? La baisse? Ça va, Moutaya? Voilà, je suis à la fédération et je crois entendre Madame Mamri dans son bureau. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien, la baisse? Alhamdoulilah. Merci. Voilà, alors je suis donc arrivé à la fédération, je suis au niveau du bureau de Madame El Mamri. Est-ce que ça va? Oui, ça va, c'est la rentrée, il y a beaucoup de dossiers qui nous attendent. Puis c'est bien, il y a cette émission que va faire Yazid, qui ouvre plein de perspectives et qui nous donne de l'espoir d'être compris à travers notre vie et puis notre vécu de tous les jours. Alors je le disais justement avant d'arriver, parce que j'ai commencé en fait l'émission dans la voiture, j'ai fait ma petite introduction, j'ai dit que ça a été en quelque sorte mon premier réflexe de commencer cette émission d'abord avec vous, parce que vous m'avez vu grandir. Et vous avez toujours été un véritable modèle pour moi. Voilà. Oui, et puis heureusement qu'on a un idéal. Quand vous avez un idéal à défendre, quand vous avez un combat à mener, je crois que la vie est belle tous les jours parce que c'est des points qu'on gagne, c'est des changements qui s'opèrent grâce à un plaidoyer que vous faites, c'est plein de personnes extraordinaires qu'on rencontre et que l'on voit au-delà de leurs différences. Et puis, je vous raconte ça, un jour, le 14 mars, la journée nationale des personnes handicapées,
il y a une journaliste ou 2 journalistes, c'était des jeunes femmes, et elles sont venues, et puis nous étions, tous les membres, parce que il faut bien préciser que la Fédération algérienne des personnes handicapées est constituée de personnes handicapées qui défendent leurs droits. Ce n'est pas une association d'aide ou de soutien aux personnes handicapées. Nous sommes nous-mêmes dans la glaise. Donc on est experts de notre situation. Et ces 2 journalistes qui étaient tout à fait de bonne foi arrivent et nous disent écoutez, dites-nous de quoi souffrent les personnes handicapées. Alors nous qui étions là en train de rigoler et tout, mais de quoi on souffre? On s'est mis à rire et elles croyaient qu'on la tournions en ridicule, alors que non, on riait parce que pourquoi voir chaque personne à travers sa souffrance? Je crois qu'on ne souffre pas plus que tout le monde, qu'on vit de la même manière, que nous avons nos souffrances personnelles, mais qui ne sont pas du tout liées à un destin, je ne sais pas. Bon, je peux avoir une rage de dents et souffrir comme tout le monde, hein. Mais sinon, je ne souffre pas. Est-ce que notre façon de parler est représentative de notre façon aussi de voir les choses et de voir surtout les gens? Lorsqu'on parle d'un handicapé, c'est réduire cette personne à son handicap et donc à une souffrance. Est-ce que justement notre façon de communiquer n'est pas révélatrice de notre façon aussi de penser? De percevoir les autres aussi. Quand j'utilise c'est un infirme, sous-entendu c'est un incapable. Quand j'entends les handicapés, ça me donne une image de magma, de personnes qui ne sont peut-être même pas humains. Pourquoi est-ce que je ferais partie de ce magma, les handicapés? C'est une personne qui vit une situation de handicap, mais qui est liée à l'environnement. C'est l'environnement qui crée la situation de handicap. C'est pas la personne, c'est pas disons l'amputation ou la déficience. Le terme les handicapés ou quelquefois les personnes handicapées elles-mêmes. Nous on reçoit des coups de fil. Allô, oui, c'est monsieur, un handicapé. Et la personne réduit son identité à son handicap. Ce qui est tout à fait malheureux parce que nous nous déplaçons d'une autre manière au lieu de marcher. Nous utilisons une chaise roulante, mais nous sommes comme tout le monde. C'est l'environnement qui nous crée des obstacles. J'ai eu la chance de voyager dans une ville à l'étranger qui était accessible. Où ça? Barcelone. Et ça me rappelle des personnes des voisins là qui sont venus, on nous a vous êtes partis en vacances? L'île Bled? Non, Barcelone. Alors il tombait des nues. Eh bien, vous en avez de la chance. Et Barcelone, c'est une ville totalement accessible. Quand vous achetez un petit chemisier, qu'on vous dit voilà le vestiaire destiné aux personnes handicapées, et vous avez l'avantage d'avoir le plus large vestiaire avec un des grands miroirs qui vous permettent de vous voir puis de circuler. Ben vous dites je ne me sens pas. Je prends le bus. Puis on appuie sur un bouton quand on veut descendre et les gens se déplacent tout seuls en chaise électrique et puis même partout. La plage, on a été à la plage parce que partir à Barcelone sans aller à la plage, il y a un plan incliné, c'est des petits chemins avec du bois où on arrive jusqu'à l'eau. Et donc il y a même le mécanisme pour nous mettre à l'eau directement sans avoir à demander de l'aide. Là par contre j'ai pas trouvé. Ah d'accord. Vous n'êtes pas parti au bel endroit alors. Je ne suis pas partie. Je regrette pour toi, Yazid, mais il y avait pas ça. D'ailleurs, je me suis pas baignée. Mais le fait de s'être totalement immergée à travers ces milliers de personnes qui faisaient tout pour bronzer, que moi, j'en avais pas tellement besoin, puisque je l'étais d'origine. Et donc, et puis nos places sont plus belles. Enfin, je sais pas, parce que c'était profond, c'était un peu... je sais pas, je préfère nos plages. Mais on n'y a pas forcément accès. Alors. Voilà, vraiment Yazid, c'est vrai. Et vous savez, avant-hier,
Hier, j'ai reçu un monsieur atteint d'une paraplégie qui m'a dit vous savez, moi je vais nager la nuit pour pas que les gens me regardent. C'est vrai qu'il faut un drôle de courage et avoir fait un travail sur soi-même pour, offrir son corps qui sur les plages est censé être le corps un peu dont on se vante. Et là, un corps d'une personne paraplégique, le monsieur me l'a dit en plaisantant, mais il m'a dit, comme j'adore la mer, j'y vais le soir. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'on est dans cette situation, c'est-à-dire lorsqu'on a une paraplégie, en fait, le temps, on va dire, fait en sorte que l'élément soit un peu maigre, sans oublier les cicatrices, sans oublier les interventions qu'a dû subir cette personne. Et généralement, c'est pas très esthétique, effectivement, mais ça a tendance un petit peu à attirer des regards. Et c'est pas des regards qu'on aime spécialement avoir sur soi. À partir du moment où on est différent, oui. Moi, je voulais pas le dire, mais vous êtes plus courageux que moi. C'est vrai qu'avec les années, les jambes s'atrophient et ont tendance à maigrir. Et ce n'est pas les normes, donc, mais l'envie est là. Alors, comment parler à une personne handicapée? Quels sont les termes appropriés? Quels sont les termes à bannir? Je vois quelqu'un qui vient vers moi et qui ne me connaît pas forcément, qui voit le fauteuil, et déjà cette barrière. On le sent déjà un peu mal à l'aise. On sent déjà qu'il a du mal à me parler. Alors si en plus, il doit choisir ses mots, est-ce que ça ne complique pas les choses? Vous savez, aborder une personne handicapée, c'est l'aborder le plus naturellement possible. Quand on l'aborde, je ne pense pas qu'on va lui dire « vous êtes handicapé ». Maintenant, c'est dans la façon de le décrire. Et donc, moi, je parle de ceux qui font des articles sur les personnes handicapées, parce que le vocabulaire exprime aussi le respect qu'on a d'une personne. Écoutez, quand vous dites une personne paralysée ou clouée dans son fauteuil, il faut que je vous fasse toute la panoplie là Alors là, vous parlez en fait des personnes qui ont une responsabilité médiatique, qui sont censées donner l'exemple. Transmettre un message positif, dire une personne se déplaçant en chaise roulante, au lieu de dire une personne clouée dans son fauteuil roulant, paralysée, une personne amputée, une personne aveugle. Alors là, vous dites personne, parce que des fois, il n'y a même pas personne. Moi, je le dis, parce que c'est d'abord une personne. C'est comme si on disait un bronzé ou un noir. C'est comme si que la caractéristique de la personne prenait le pas sur la personne elle-même. Si on cherche tous, vous prenez quelqu'un, vous vous apercevez qu'il est un peu maladroit. Alors vous avez la personne maladroite, vous n'allez pas mettre ça en exergue, ou bien quelqu'un qui a un petit défaut de langue, la personne qui a le défaut de langue. Vous allez là, non, c'est monsieur un tel, et non pas celui qui a... Et si on continue comme ça, ça peut aboutir à des situations comme ça, qui créent quand même des souffrances au niveau des personnes, puisque c'est stigmatisant. Alors les expressions sont personnes à mobilité réduite ou personnes ayant des besoins spécifiques. Personnellement, je ne suis pas très pointilleux ou très exigeant. Généralement, lorsque le mot personne vient avant handicap, ça ne me gêne pas. Mais si on dit, d'ailleurs moi j'ai toujours dit, j'ai un handicap, je ne suis pas handicapé. Donc, alors les termes appropriés et qu'il faut à tout prix utiliser lorsqu'on s'adresse ou lorsqu'on parle de personnes handicapées. Vous savez, quand on parle de personnes à mobilité réduite, en général, c'est la mobilité qui nous intéresse. Donc, en général, c'est les architectes qui doivent concevoir des espaces dans lesquels se déplacent ou les personnes en situation de handicap. À ce moment-là, on élargit tout un champ de personnes qu'on appelle les personnes à mobilité réduite. Maintenant, pour les personnes aux besoins spécifiques, tout ce qui est spécifique
marginalisent. Et tous ceux qui marginalisent excluent. Et donc, je n'ai pas de besoins spécifiques. J'ai des besoins comme tout le monde. J'ai des droits comme tout le monde. J'ai le droit d'aller à l'école. Par contre, si je suis un enfant en situation de handicap, j'ai des besoins supplémentaires que l'école doit mettre à ma disposition pour que je puisse suivre les cours comme tous les autres enfants. Donc, moi, je bannis le spécifique, parce que spécifique vous dit, vous n'êtes pas de nous. Vous êtes d'une autre espèce. Vous êtes spécifique. Non. Vous mettez les besoins en avant. Or, il ne faut pas mettre les besoins en avant, il faut mettre la personne. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire les personnes ayant des besoins, c'est des spécifiques, bien que je préfère besoins supplémentaires. Mais de dire directement les personnes à besoins spécifiques, non, nous n'avons pas de besoins spécifiques. Et si on découvre qu'on est spécifique, adieu. Récemment, ça fait dimanche, j'ai eu une réunion sur la scolarisation des enfants handicapés. Bah oui, il faut dire que c'est la rentrée. Ah là là. Et il y avait plein de gens d'éducation à qui je rends hommage. Et il y a un monsieur de l'éducation. Et quand j'avais dit que... Je donnais l'exemple en disant, par exemple, un enfant handicapé qui ne peut pas écrire, il faudrait que l'école puisse mettre à sa disposition un micro-ordinateur. Ah, quoi? Alors, il a utilisé ce mot. Déjà, les enfants normaux, on n'a pas pu leur procurer des... Mais j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette peur? Et pourquoi faut-il qu'on fasse des expériences? J'ai le droit d'aller à l'école et c'est de la responsabilité de l'école de mettre à ma disposition les moyens qui me permettent de suivre les cours à égalité des chances avec les autres enfants. Vous savez, on a signé une convention. Hein? Donc, elle existe. Elle existe, elle a été ratifiée. L'Algérie est en train d'élaborer un rapport aux Nations Unies sur l'état d'application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. L'Algérie doit se conformer aux lois qu'elle a elle-même ratifiées et qu'elle doit protéger, mettre réellement en œuvre. Moi, je pense qu'on est tout à fait prêt à mettre en place que ce soit l'accès au droit à l'éducation aux enfants. Il faut juste en avoir la volonté. Et puis au moins dans le rapport, on mettra que l'Algérie a fait des expériences. Parce que dans ce rapport, il faut bien mettre que quelque part on a commencé. Même les enfants normaux. Alors cette histoire de normal, pas normal, valide, invalide, c'est intéressant parce que ça revient très très souvent. Et des fois, la personne se rattrape, elle tique à un moment, elle se dit c'est vrai que le fait d'avoir dit normal, ça sous-entend que l'autre est anormal, etc. Donc elle-même, à ce moment, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et merci de me rappeler qu'on est des pourcentages. Je suis à 100%, ou je suis à 60%, ou je suis handicapée à 70% ou handicapée. Et voilà, on vous donne un pourcentage. Et on vous donne aussi une carte qui vous dit que vous êtes invalide. Voilà, que vous êtes handicapé et que vous êtes à 100%. Et je me rappelle, j'avais travaillé avec un monsieur très bien, feu le docteur de Bailly. Il était médecin-chef à la sécurité sociale. Alors j'étais en face de lui, je dis, monsieur, docteur de Bailly, moi je suis à 100%. Qu'est-ce que vous en dites? Il ne savait plus. Parce que, comme vous, Yazid... Je suis à 100%, voilà. Moi aussi. Moi, je n'ai pas de carte. Moi, j'ai réglé, je n'ai pas de carte. Elle vous est nécessaire parce que vous conduisez. Mais moi, je ne conduis pas. Donc, en plus, moi, je suis tétraplégique. Hein, enfin, moitié. Vous avez refusé d'avoir la carte? Je refuse. Oui. Je refuse d'être étiquetée handicapée. Pourtant, vous venez de le dire, hein, vous êtes tétraplégique. Je suis tétraplégique, oui. Mais pas à 100%. mais vous savez que tétraplégique, c'est 100% avec tierce personne. D'accord. Donc, et puis j'aime bien, vous m'avez taclé.
on se voit nous aussi quelquefois avec quand on utilise le fait que je vous... Ah, voilà, vous me piégez. Je suis en train de dire le vocabulaire et moi je vous ai dit je suis tétraplégique. Bon, c'est un peu pour les auditeurs, pour qu'ils sachent que tétraplégique c'est être paraplégique, mais en plus être un peu plus haut touché suite à un accident de la circulation. Donc j'ai eu quelques problèmes pour écrire, mais j'ai trouvé le moyen. Enfin, on m'a aidé à trouver le moyen, et donc j'écris comme tout le monde. On vous pose souvent la question, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Maintenant que je suis assez âgée, on me demande pas tellement. Et vous, Madame Alma-Marie, en tant que femme ? Parce qu'on vous voit en train de batailler, en train de taper du poing sur la table, en train d'essayer de faire avancer les choses, changer les mentalités. C'est beau, c'est tout à votre honneur. Est-ce qu'il vous arrive de penser à vous ? Ben, écoutez, Yazid avait dit que ça allait être une émission, mais ça ne me gêne pas avec vous, je suis très à l'aise. Parce que je suis humaine et j'en suis fière. Je me dis, je réagis encore à des situations qui me révoltent. Le jour où ça me révoltera plus, c'est que quelque part, il y aura quelque chose de mort en moi. Et tant que ça me révolte, je suis vivante. J'ai utilisé les pourcentages à 100%. Et donc, en tant que femme, vous savez, j'ai été jeune, parce que quand même, j'ai eu mon accident à 24 ans. D'accord. Où vraiment on se sent passer de l'autre côté de la barrière, où le petit copain qui vous aimait bien vient vous voir comme ça, puis après il disparaît. C'est lourd, une personne change complètement. Et puis vous, moi en tant que femme, je n'étais pas prête à accepter que quelqu'un fasse des sacrifices, tellement ma fierté. Oui. J'ai complètement mis de côté ce côté. Bien que je me dis que j'aurais vraiment rendu un homme heureux, hein, vraiment. Il y a Yazid qui se marre à l'époque. Non, mais parce que votre réaction, mais vous vous en doutez. Ah, voilà, quand même, Non, mais vraiment, j'aurais rendu un homme heureux, sincèrement. D'ailleurs, j'ai encore des contacts avec, j'aime bien des anciens petits amis. Oui. Et avec qui, vraiment, je suis très contente que le cordon n'est pas coupé, qui m'appelle, me dit, mais tu étais quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Mais je suis, comment vous dire, je suis une femme épanouie, je suis très honnête avec moi-même, et c'est très important pour moi, pour mon équilibre, et ça m'a permis de faire la part des choses, ce qui ne m'empêche pas, et l'équipe de la fédération le sait, quand c'est un bel homme, sur mon visage, ça se voit. J'ai dit, mais vous, si vous êtes insensible à quelqu'un qui comme ça, je sais pas, alors je me transforme, paraît-il, totalement, que je le reçois. Et ça, je n'y peux rien. Ah non, faites-le rentrer. Je suis encore sensible au charme de quelqu'un qui est beau dans le sens global, hein, dans sa façon de parler, voilà. Et est-ce que par moment, vous n'êtes pas un peu fatigué ? Vous faites énormément pour les autres. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des petits moments de doute ? Pour être fatiguée, je ne suis pas fatiguée. Eh bien, je vais vous dire une chose qui me travaille dans la tête, mais que c'est Yazid qui me pousse à le dire. Je me dis, est-ce que il me semble que j'ai pas beaucoup... que la vie devrait être un peu plus longue, parce que c'est une aventure merveilleuse. Je me dis, il ne faut pas me demander mon âge, Yazid. Ça, je ne le ferai pas quand même. Je me dis, mais mais pourquoi les gens parlent d'âge ? Moi, je me sens très jeune. J'ai envie encore de vivre. Si vous m'aviez vu à Barcelone, eh ben, j'étais... dans un groupe là qui chantait, parce qu'il y avait des orchestres dans toutes les petites ruelles, et je faisais semblant de connaître l'espagnol, et puis de chanter comme eux et tout, et je me sentais comme tout le monde. J'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, et je ne veux pas que les autres impactent sur moi, parce qu'il faut être maître de l'âme,
maître des sentiments, maître de la sincérité dans les relations. Et surtout, dans notre pays, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas indifférent. Moi, je vois dans la rue, tout le monde vient pour m'aider, puis ils sont tout contents de m'aider. Moi, il faut leur laisser m'aider, je me laisse aider. Et ça fait partie de notre société, notre façon d'être. Tout à fait. J'habite un quartier populaire et j'avais toujours un gars du quartier qui m'aidait à descendre. Et à chaque fois, je disais « Ah, tu sens bon !» Alors, j'ai eu droit à toutes les eaux de toilette, tout le gel et tout. mais ma plus grande satisfaction, c'est quand un jeune du quartier est venu me dire « Est-ce que vous pouvez me trouver un travail ?» J'ai dit « Là, le handicap n'existe plus et n'existe pas. » J'ai vu qu'il m'avait vraiment considéré comme quelqu'un susceptible peut-être de lui trouver un emploi. Voilà. Ça fera un très très joli mot de fin. Merci pour cette émission qui doit casser cette peur de venir vers vous en croyant que nous sommes différents et qu'il ne faut pas trop s'en approcher. Moi, j'aimerais dire que le handicap n'est pas contagieux. Et merci d'essayer de nous faire connaître, nous, les personnes handicapées, par notre côté humain, par notre côté semblable à tout le monde et non pas par notre spécificité. Voilà. Find myself by the sea in another's company. By the sea, wanna go out to the beach.